Alors bonjour à tous, merci pour votre, participation à cette deuxième édition de Futuro Palette. Donc, je suis Léa Charon, je suis responsable du pôle palette à la Fédération nationale du bois et j'ai le plaisir d'animer cet atelier. Donc, le titre de notre atelier: «Qu'attendre de la palette bois intelligente et connectée?» Vaste sujet, qui revient, beaucoup dans la bouche des utilisateurs et on y reviendra. Juste, avant de démarrer, hein, je vous propose de répondre à un petit sondage. J'annoncerai les résultats tout à l'heure. Donc, le sondage va être mis en ligne. Vous pouvez y répondre en direct. La palette intelligente, on en parle beaucoup. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes. La palette intelligente, c'est aussi la logistique intelligente. Aujourd'hui, on va essayer de répondre aux questions: où on en est sur la palette intelligente et connectée? Quels sont les moyens pour connecter cette palette? Est-ce que c'est déjà beaucoup développé? Quels sont les intérêts pour les utilisateurs d'avoir une palette intelligente et connectée? On sait que la palette est le support de manutention incontournable des chaînes logistiques. Aujourd'hui, comment on peut apporter un service supplémentaire à la palette en la rendant connectée et intelligente à l'heure où la traçabilité est le maître mot au sein de la logistique et de la supply chain? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Michael Brandt. Il est coordinateur du projet IPAL de palette connectée pour EPAL International. On accueille également Antoine Despicht, qui est account manager chez EverySense et qui nous présentera les solutions proposées par EverySense. Et puis, on accueille également Jean-Roch Salençon, qui est responsable du pôle logistique et environnement chez Lidl et qui aujourd'hui représente les utilisateurs. Donc, avant de leur laisser la parole, hein, je voulais juste vous préciser que vous pouvez poser vos questions dans le chat, les questions pour les auditeurs. Hein. On aura un temps assez long de questions et réponses. Hein. L'objectif, c'est de pouvoir échanger. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On les reprendra à la fin des interventions d'Antoine, de Michael et de Jean-Roch. Michael n'étant pas francophone, Sabine va assurer la traduction pour lui et on remercie également Sabine. Du coup, Michael, on vous laisse la parole. Hein. Je vous laisse partager votre PowerPoint et on vous laisse la parole pour votre présentation. Oui, merci beaucoup pour cette introduction. Monsieur Brandt demande confirmation qu'on voit bien la présentation. Oui, c'est parfait, très bien, Michael, merci. Ja, ist perfekt, Herr Brandt. Très bien. Donc, pour moi, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui et de vous emmener dans un bref voyage vers l'avenir. Je m'appelle Michael Brandt, j'ai 34 ans, je suis mariée et je suis père d'une petite fille de 4 ans. Et ma petite fille, elle aime toujours les choses nouvelles et tout ce qu'il y a de moderne et de nouveau. Et c'est la même chose pour moi. Et l'un des défis aujourd'hui consiste à faire rentrer les PAL et tous les utilisateurs dans le monde numérique. Je vais commencer par vous présenter brièvement l'EPAL, The Palette System. L'EPAL a été fondée en 1991 en tant qu'association des fabricants et réparateurs d'outils de manutention EPAL. Et cette année, l'EPAL fête ses 30 ans et la Palette Europe EPAL fête ses 60 ans, donc un double anniversaire. Au cœur du système EPAL, c'est la standardisation et l'échangeabilité basée sur des palettes de haute qualité. Les palettes Europe EPAL se distinguent par un cycle de vie particulièrement long et durable. Et donc, c'est un parfait exemple pour l'économie circulaire. On parle de la réutilisation, de la réparation et du recyclage. EPAL France est un acteur important du pool ouvert des palettes EPAL en raison du grand nombre de ces entreprises de fabrication et surtout de réparation.
Ce sont ces entreprises-là qui font tourner les rouages de la logistique internationale, même en temps de Covid-19. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Depuis 2009, l'EPAL a mené différents projets avec des étiquettes RFID, puis avec des étiqueteuses à palettes automatisées en 2014. Et en 2018, nous avons commencé à travailler avec des trackers, des traceurs et de nouveaux processus pour la palette Europe EPAL. Hier comme aujourd'hui, l'objectif est la transformation numérique de la palette Europe EPAL et de l'ensemble du système EPAL. Pourquoi? Il y a beaucoup de défis aujourd'hui autour des palettes. Et pensez à des situations que vous rencontrez tous les jours dans le domaine de la logistique. Mais quels sont les grands problèmes? Quel est l'impact de ce problème en termes de coûts, de temps et de personnel? Quel est votre objectif pour les prochaines années? Posez-vous ces questions. Je vais vous montrer 5 exemples, vous connaissez sans doute. Nous avons parlé avec beaucoup d'utilisateurs et on nous dit toujours qu'il y a toujours trop de processus papier, à savoir la documentation et l'administration des échanges de palettes, la gestion des comptes palettes. Ce sont donc des sujets auxquels nous réfléchissons. Il faut, quand vous échangez des palettes, indiquer le nombre de palettes échangées sur un papier. Vous écrivez 8, mais quelqu'un d'autre va lire 3. Un autre problème, c'est l'étiquetage des unités de chargement et des palettes. Il n'y a pas de standard pour ces étiquettes et une seule entreprise peut utiliser ces étiquettes, mais pas les autres entreprises. Et il y a des coûts importants pour les étiquettes et les imprimantes. Et puis, il n'y a pas de traçage des envois. Ni dans l'entrepôt. Il y a des négociations chronophages sur le quai de chargement. Et depuis début novembre, nous avons une nouvelle classification qualité pour les palettes EPAL disponibles en plusieurs langues. Et puis, il y a les informations sur les palettes. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'origine et l'âge des palettes. On ne sait pas s'il s'agit d'une contrefaçon. Et donc, nous voulons empêcher ces palettes contrefaites d'être mises sur le marché. Nous avons donc embarqué pour un voyage vers l'avenir et ce voyage, ça ne va pas être un sprint, mais un marathon. C'est pour cela que nous avons créé le projet EPAL Enterprise Lab pour la digitalisation du pool des palettes ouverts. Quelles sont les problématiques et les bénéfices? Eh bien, nous avons commencé les premiers tests avec des traceurs en 2018-2019. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons refait des essais cette année en Allemagne et nous avons comparé plusieurs technologies. Mais au final, il faut dire que la base de tout, c'est la palette sérialisée. Donc, il faut un identifiant unique pour chaque palette et cela permettra de mettre en place la palette intelligente. Et donc, en 2019, nous avons décidé d'imprimer ces identifiants sur les palettes. Et aujourd'hui,
nous sommes sur le point d'introduire cette technologie sur le marché. Donc, nous travaillons afin que, à l'avenir, chaque palette Europe EPAL aura un identifiant unique sous forme de code QR qui pourra être scanné et utilisé par tous. En outre, nous développons des services numériques pour résoudre vos défis logistiques. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'imprimer un code directement sur les palettes EPAL. Les avantages, il y aura donc un identifiant unique, international, directement imprimé sur la palette, sans étiquette, sans puce, et on peut marier ce code avec le chargement et avec l'envoi. Et par exemple, vous avez le numéro de série, l'identifiant du fabricant, du réparateur, l'histoire de la palette, l'âge et la classe de qualité. Et vous pouvez consulter ces données sur l'appli. Et aujourd'hui, nous arrivons également à faire la lecture en masse des piles de palettes. Donc, il y aura une caméra. Vous voyez sur l'image à droite. Donc, on peut compter les palettes vides et on peut évaluer les palettes avec l'intelligence artificielle. On recherche le code et les informations sont transférées directement vers la plateforme. Donc, à l'avenir, il y aura un moyen simple pour lire les codes et nous avons déjà les premiers projets pilotes. Et le traçage des palettes sera également beaucoup plus facile et on peut comptabiliser les palettes vides à retourner. Mais nous avons encore besoin de l'aide des utilisateurs pour vérifier si nos tests sont vraiment pertinents pour vous ou est-ce que vous avez d'autres sujets? Vous aurez ma présentation à la fin de l'atelier et vous aurez accès à un questionnaire où vous pourrez préciser quels sont vos souhaits et vos besoins par rapport à la palette intelligente. Car la première étape, ça sera la palette numérique et ensuite, la deuxième étape, ça sera la palette intelligente. Et quand on sera en mesure d'appliquer un code directement sur la palette, on pourra par la suite également fixer des traceurs et relier ces informations avec le code. Donc, encore une fois, nous tiendrons compte de vos souhaits, de vos besoins et nous avons besoin de votre aide car nous aimerions développer des solutions ensemble, en concertation avec vous. Et je me réjouis en attendant vos réactions. Merci. Merci beaucoup, Michael, pour cette présentation. On a une première question que je vous pose tout de suite, Michael, avant de donner la parole à Antoine. Comment sera géré le remplacement de l'élément marqué avec le QR code au moment de la réparation de la palette? C'est un sujet qui revient souvent. Comment on gère ce changement de QR code au moment de la réparation?
Oui, nous sommes en train de développer une stratégie pour la réparation, c'est-à-dire qu'on appliquera un nouveau code QR. Si le code est endommagé, illisible, etc., on pourra réimprimer le même code. Ça sera une possibilité, ou sinon, on pourra éventuellement aussi donner un nouveau code, et ça sera donc importé dans le système EPAL, et nous pourrons mettre à votre disposition ces codes. Très bien, merci beaucoup Mickaël pour votre réponse. Peut-être qu'il y aura d'autres questions, hein, je les reprendrai aussi tout à l'heure. Antoine, je vous laisse prendre la parole et présenter peut-être aussi un autre système qui existe aussi pour la connexion des palettes. Donc, je vous laisse la parole, Antoine. Oui, tout à fait. Bah, la transition est parfaite puisque Mickaël nous a parlé de quoi tracer les palettes finalement, donc la traçabilité. Moi, je vais embrayer directement sur la suite, qui est plutôt la visibilité, ce qui est encore différent. Alors, je vais partager mon écran du coup, le PowerPoint. Hop, moi, si c'est bon. C'est parfait, Antoine, merci. Parfait. Donc voilà, on va vraiment parler ici de visibilité au cœur des processus logistiques. Comment est-ce que j'arrive à avoir de la visibilité sur mes flux dans lesquels sont mes palettes pour comprendre un petit peu l'activité de ces palettes et pour mettre le doigt sur des anomalies, sur des irrégularités que je ne verrais pas sans justement ces principes de visibilité. Donc moi, je m'appelle Antoine Despich, je suis account manager chez Everysense depuis 1 an et demi maintenant. Donc Everysense, on est un éditeur de solutions SaaS. On est basé à Lille, ça a été créé à Lille. Et nous, notre mission, justement, c'est de donner de la visibilité sur les flux logistiques de nos clients. Donc là, en l'occurrence, on va se parler de palettes. C'est l'un des marchés qu'on adresse. On vient mettre des capteurs sur des palettes notamment ou sur d'autres packaging. C'est-à-dire qu'on va aussi équiper des tire-palettes, on va équiper des bennes, on va équiper des chevalets, etc. Mais on a aussi d'autres marchés. On vient également mettre des capteurs et donner de la visibilité sur le marché routier, notamment sur des remorques, ou encore sur le marché ferroviaire, notamment sur des wagons. Antoine, excuse-moi, oui. Je suis désolée de t'interrompre. Je pense à la traduction et à Sabine. Est-ce que ça te dérange de parler un tout petit peu moins vite? Oui, je suis désolée. Pardon. Excuse-moi de t'interrompre, mais c'est que je pense à la traduction. Il faut qu'on s'adapte. Désolée, Antoine. C'est vrai, c'est bien de le dire. Donc voilà, vraiment, notre mission, c'est de donner de la visibilité à nos clients. Et aujourd'hui, on développe également, surtout pour le marché ferroviaire, une solution qu'on appelle un TVMS. C'est un TMS dans lequel on va justement apporter cette visibilité. Donc, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on propose comme application? Et on verra ensuite, hein, on va y venir sur justement le moyen d'avoir cette visibilité. Nous, on est vraiment éditeur d'une solution métier qui va venir s'interfacer avec un certain nombre de données. La première source de données, ça va être les capteurs qu'on va mettre sur les matériels, et là, en l'occurrence, sur les palettes. Donc, ça va être une source de données précieuse, puisqu'avec un capteur, on peut récupérer un certain nombre d'informations, de position GPS, de température, de choc, de plein de choses. Cette information va être complétée avec des informations qu'on va récupérer directement des systèmes de nos clients, ERP, TMS, WMS. Et la troisième source d'information, ça va être les utilisateurs, puisque c'est une plateforme qui est collaborative et chaque utilisateur peut venir rentrer ces informations. Donc vraiment, nous, l'idée, c'est de croiser l'ensemble de ces infos, l'ensemble de ces canaux pour avoir une application métier qui permette de comprendre ce qui se passe sur les flux, de tirer du coup des conclusions et de prendre des décisions sur base des informations qui sont remontées. Alors, justement, voilà, on a une approche sur un capteur autonome. On part d'un capteur autonome, qu'est-ce qu'on peut en faire d'un point de vue métier? Alors, c'est une approche qui est assez différente. Alors, je ne vais pas empiéter sur ce que Jean-Roch va nous dire par la suite, parce qu'on a travaillé justement avec Lidl sur l'équipement de palettes, mais on n'est pas dans une approche où on vient équiper tout un parc de palettes. On vient, pour le moment en tout cas, équiper un échantillon d'un parc de palettes pour essayer de comprendre ce qui se passe sur l'entièreté du flux. On équipe un échantillon pour comprendre ce qui se passe sur la globalité. On fait ça grâce à des capteurs qui sont autonomes, puisqu'évidemment, une palette n'a pas de source d'alimentation électrique, donc le capteur qu'on vient lui mettre, il faut qu'il puisse fonctionner tout seul, sans alimentation, et qu'il puisse durer un certain nombre de temps. Donc là, le capteur que vous voyez en gros sur l'image, c'est typiquement le genre de capteur qu'on va venir équiper sur la palette. Alors,
en l'occurrence, c'est un petit capteur, hein, c'est vraiment assez petit. C'est autonome, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez installé sur votre palette, il fonctionne tout seul, il n'y a plus de maintenance à faire. Il a une durée de vie d'environ 3 ans. Il est capable de savoir s'il est en mouvement ou s'il est à l'arrêt, ce qui permet du coup d'adapter la fréquence de communication en fonction de l'état de mouvement. Il se géolocalise grâce à du Wi-Fi et il va utiliser un réseau qui est optimisé pour l'IoT, donc pour la technologie justement d'objets connectés, qui s'appelle Sigfox. C'est l'un des capteurs qu'on utilise aujourd'hui, mais en réalité, le monde de l'IoT est très large et il y a toute une foultitude de capteurs qui existent. Par exemple, on a des capteurs aujourd'hui, donc nous, chez Everysense, on fabrique nos propres capteurs également, et typiquement, on est capable de faire aujourd'hui des capteurs qui vont pouvoir vivre de 6 à 10 ans, qui vont pouvoir avoir différentes sources de géolocalisation. J'utilise le Wi-Fi, j'utilise le GPS, j'utilise le réseau GSM, qui va être capable de passer par plusieurs réseaux. Bon, bah, ok, on utilise un réseau réservé à l'IoT qui s'appelle Sigfox, mais le jour où Sigfox ne fonctionne pas, ou j'ai une panne de couverture, bah, il faut que je puisse switcher sur autre chose. Et puis surtout, on est capable de faire des capteurs qui vont ramener autre chose que de la donnée de position. On va pouvoir mesurer de la température, de la pression, des chutes. Il y a plein de choses qui sont faisables grâce à l'IoT. Donc ça vraiment, ça va être notre support de base, notre récupération d'informations va se faire grâce au capteur. Maintenant, effectivement, le capteur, c'est un mouchard, finalement. Il va analyser de l'information, il va nous l'envoyer. Nous, il faut qu'on soit capable de traiter cette information et de lui donner une valeur ajoutée. Déjà, ce qui est important, c'est que un capteur, ça reste un élément électronique. Donc, ça fonctionne très bien, mais comme tout élément électronique, comme toute chose dans laquelle il y a de l'informatique, en fonction de l'environnement dans lequel il se trouve, forcément, il peut y avoir un petit peu des éléments qui sont un peu gênants, des positions qui ne sont pas bonnes, des incohérences. Donc nous, on a une forte valeur ajoutée là-dessus, puisqu'on vient nettoyer la donnée du capteur avant de l'afficher à nos clients, ce qui est hyper important, parce que récupérer de la donnée, c'est bien, mais il faut être capable de s'assurer que cette donnée est de qualité et qu'elle peut vraiment aider à la décision. Donc vraiment, on a un vrai travail autour de ça, où on vient supprimer des points qui seraient aberrants, on a des surcouches logicielles qui viennent pallier certains problèmes de géolocalisation, et on est capable à un instant T de dire à nos clients, bah, la position qu'on vous affiche actuellement, vous pouvez lui faire confiance, ou au contraire, on ne peut pas vous la certifier à 100%. Donc ça, c'est pour la partie données. Maintenant, cette donnée, le but vraiment, c'est qu'elle ait évidemment qu'elle puisse servir au métier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un capteur sur une palette? Évidemment, la première utilité, c'est de savoir ce qui se passe en temps réel. Mon capteur, il me dit, je suis à telle position à l'instant T, je suis actuellement en train de bouger ou je suis à l'arrêt. Ça, c'est le temps réel, je suis capable de le voir sur la solution. Puisque je viens accumuler mes données, je suis capable aussi de maîtriser un historique. Ma palette, qu'est-ce qu'elle a fait entre le 10 décembre et le 15 décembre? Je sais que j'ai eu un flux particulier. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis capable de détecter des temps de ce qu'on appelle de la rétention, c'est-à-dire des temps de stationnement anormaux. Bah oui, parce qu'on a potentiellement, quand on travaille avec des palettes, on se dit, bon, bah moi je sais que mon flux de palette, une fois que ma palette sort de mon entrepôt, elle est censée aller en magasin, elle est censée y rester X temps. Oui, mais est-ce qu'elle reste vraiment X temps? Ça, c'est sur le papier. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Et si elle reste plus longtemps, est-ce qu'on peut être alerté? Est-ce qu'on peut le détecter? Le capteur le permet. On peut être alerté d'entrée ou de sortie dans des zones particulières. Typiquement, si on voit qu'on a des palettes qui sortent de notre flux, qui sont potentiellement perdues ou volées, qui sont sorties pour une raison qui est anormale, bah, je suis capable, grâce à une identification des zones sur une carte, de dire, bah, OK, moi je veux avoir une alerte quand ma palette, elle sort de mon flux et qu'elle arrive dans cette zone que j'ai considérée comme étant suspecte. Parce que je peux justement, grâce à ces capteurs, identifier des zones suspectes et voir ce qui se passe précisément sur mon flux. Puis je suis aussi capable d'avoir un inventaire en temps réel sur des lieux donnés. Donc vraiment, l'idée, c'est qu'on est vraiment sur une approche où, grâce à ce capteur, on vient comprendre ce qui se passe sur nos flux. Vous savez, nos clients, bien souvent, quels que soient les marchés, on a des clients qui viennent nous voir en disant, bon voilà, moi je veux mettre des capteurs, mon objectif de ROI, c'est que je veux réduire ma rétention de mon parc de wagons, par exemple, je veux la passer à 3%. Ok, très bien. Mais à date, le parc de wagons, il n'est pas équipé de capteurs. Donc le client, il imagine que sa rétention doit tourner autour de 4-5%. Et puis, quand on met un capteur, finalement, quand on voit ce qui se passe sur l'ensemble du parc, on se rend compte que la rétention est plutôt à 15-20%. Donc déjà, vraiment, la visibilité, avant d'aller atteindre des ROI, c'est déjà comprendre ce qui se passe. Et en l'occurrence, dans le cas d'usage de la palette, c'est justement un outil pour venir aider à comprendre ce qui se passe sur le flux, parce que finalement, un flux logistique, c'est une boîte noire. Ma palette part de mon entrepôt, je ne sais pas ce qui se passe. Elle arrive en magasin, très bien. Une fois qu'elle en repart, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en réalité, je n'ai aucun moyen aujourd'hui, sans cette visibilité, de comprendre ce qui se passe sur mes flux. Alors, plus précisément, qu'est-ce que l'IoT va apporter du coup à la palette? Je vous le disais,
l'historique et le comportement, maîtriser cet historique et ce comportement. Voilà, j'estime que ma palette va passer autant de temps en magasin, j'estime que ma palette va passer autant de temps en entrepôt. Ok, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe vraiment? Ça, le capteur permet de le voir. Est-ce que mes palettes ont un flux normal? Est-ce qu'elles font vraiment le flux magasin-entrepôt, entrepôt-magasin que j'imagine? Ou alors est-ce que, pour une raison X ou Y, elles passent par un autre endroit que je ne connais pas? Est-ce que potentiellement, voilà, il y a des irrégularités que je ne maîtriserai pas? Ces irrégularités, elles peuvent se matérialiser, et Jean-Roch, pour le compte de Lidl, vous en parlera, par des vols, par des sorties de flux. Donc, est-ce que j'ai des palettes qui sortent de mes flux? Est-ce que j'ai des zones qui sont suspectes dans lesquelles mes palettes vont venir se retrouver? Si je vois que j'ai 5 palettes qui sortent de mon flux et qu'elles se retrouvent toutes chez un revendeur de palettes, bon, potentiellement, il peut y avoir quelque chose de suspect et une activité parallèle. Est-ce que c'est régulier? Est-ce que tous mes flux sont concernés? Donc ça, c'est ce qu'on permet de voir grâce à l'IoT. Et puis, finalement, on peut trouver plein de sources de ROI. On peut déjà effectivement diminuer le nombre de pertes de palettes, on se l'est dit, je perds des palettes, je m'en fais voler. L'idée, c'est justement de voir ce qui se passe sur mon flux, de neutraliser ce phénomène, de mettre en place les process qui vont éviter que ça se passe à nouveau et donc pour gagner de l'argent. Donc vraiment la neutralisation de ces canaux et de pertes et de vols. Je vais être capable d'optimiser mes processus, parce que typiquement, si je vois que très régulièrement, là où ma palette est censée rester 2 jours à un endroit, je me rends compte qu'elle reste 2 semaines, bon, potentiellement, il y a peut-être des choses à améliorer. Et puis surtout, cette donnée de position, cette donnée qui est remontée par les capteurs, elle est actionnable directement. La solution SaaS, elle est accessible en ligne par n'importe qui, forcément qui travaille chez vous. Et très simplement, avec un identifiant, un mot de passe, je tape l'identifiant de ma palette, je vois où elle se trouve, je maîtrise son historique et je peux prendre une décision. Et de ces données, évidemment, au-delà de la visualisation en temps réel et d'historique, je peux en tirer des statistiques globales sur un parc donné et donc pour avoir des tendances et comprendre vraiment ce qui se passe sur mon activité logistique. Donc voilà, vraiment, alors évidemment, encore une fois, on est sur une approche où on vient mettre de l'électronique sur une palette. Donc, évidemment, aujourd'hui, avec l'état actuel du marché de l'IoT, c'est compliqué de venir mettre des capteurs sur l'ensemble d'un parc de palettes que vous posséderiez. Par contre, il est possible d'avoir une approche expérimentale, de venir équiper une partie du flux, et grâce à cette partie du flux, de tirer des tendances plus larges, parce qu'en fait, on se rend compte que même quand on vient équiper sur un flux de X 1000 palettes, ne serait-ce que 500 capteurs, c'est déjà largement suffisant pour comprendre des choses, pour voir des irrégularités, et finalement pour voir des choses qu'on ne verrait pas sans capteur, puisque à nouveau, la logistique, c'est globalement une boîte noire, et une fois que la palette est partie dans le flux, on ne maîtrise pas ce qui se passe. Donc vraiment, la philosophie, c'est vraiment de vous donner de la visibilité grâce à ces capteurs. Voilà pour moi, pour cette présentation. Merci Antoine, merci beaucoup pour cette présentation. On a pas mal de questions qui sont en train d'arriver. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole, peut-être Jean-Roch, pour nous donner un peu votre vision en tant qu'utilisateur de palettes, de ce que ça peut vous apporter. Antoine a dit que vous aviez déjà utilisé les capteurs d'Evrysense, donc avoir un peu votre retour d'expérience. Et puis ensuite, on enchaînera avec les questions. On va garder du temps, il y a pas mal de questions. Merci Jean-Roch. Bonjour tout le monde, merci pour la transition, Antoine aussi, elle est parfaite. Je suis désolé, j'enlève ma caméra, mais j'ai un petit souci de connexion. Si je veux que vous m'entendiez, ce sera mieux. Du coup, oui, en effet, pour me présenter rapidement, moi je travaille chez Lidl depuis un peu plus de 8 ans et je suis en charge donc de la partie gestion des déchets, mais également de toute la partie parc des palettes, qu'elles soient Europe ou autres, mais on va se concentrer aujourd'hui sur les Europes. Donc ça, c'est une grosse partie de mon travail aussi. Et aujourd'hui, il faut savoir que Lidl, sur les flux, c'est quand même des choses assez importantes. On a 25 bases logistiques, on reçoit en moyenne plus de 2000 palettes par jour et on en expédie autant vers nos supermarchés. Pas uniquement de l'Europalette, évidemment, mais en tout cas, ça fait un énorme flux à suivre. Et on avait vraiment ce besoin de suivi et d'identification des sources de pertes, notamment sur l'Europe, puisqu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, on avait de grosses difficultés à rendre notamment les palettes à l'ensemble de nos fournisseurs, parce que sur certains sites, en fait, elles disparaissaient puisqu'on n'en avait pas assez. Donc, on s'est posé beaucoup de questions sur nos flux. On a essayé de cartographier les flux et donc les risques. Et on se rendait compte que malgré cette cartographie, malgré des process en place, on pouvait parfois continuer à perdre des palettes. Et donc, c'est là où j'ai eu l'occasion de rencontrer
EverySense et donc de lancer le projet dont a déjà pas mal parlé Antoine, de traçage de certaines de nos palettes. Alors je dis certaines, et c'est important, et ça fait la transition avec ce que disait Antoine, c'est qu'aujourd'hui, le coût d'un capteur, il ne permet pas d'équiper un parc aussi imposant que celui que j'ai décrit tout à l'heure. Ce serait de la folie et de toute façon, on ne pourrait pas le suivre. Donc, il est vraiment important de mettre en place, en tout cas pour nous, il était vraiment important de mettre en place ce projet-là sur des endroits très ciblés parce qu'on avait déjà des doutes, parce qu'on avait déjà aussi cadré un respect de process, c'est-à-dire qu'on savait qu'on avait bordé les autres risques et qu'en fait, il fallait qu'on aille chercher des choses invisibles. Et ça, c'était vraiment important pour nous. Qu'est-ce qu'on cherchait à identifier? Alors, un non-respect des process internes, mais surtout de la malveillance. Vol, mauvais comportement vis-à-vis de la palette, pour essayer de trouver ses sources de sortie et pouvoir s'alerter. C'est pas toujours simple, parce que parfois, vous savez qu'il y a quelque chose, mais vous n'arrivez pas vraiment à déterminer quoi. Mais en tout cas, tracer ces palettes, ça a été vraiment un moyen pour nous d'identifier certaines sources. J'ai une direction régionale sur lesquelles on a pu trouver des zones d'arrêt d'un camion qui s'arrêtait systématiquement au même endroit et donc du coup se mettre et la palette bizarrement ne revenait pas après vers la plateforme mais partait vers un autre site qui n'était pas un site Lidl. Donc c'est des choses qu'on a pu identifier et donc mettre des points d'alerte. C'est difficile, une palette Europe aujourd'hui, elle est difficilement identifiable. Il n'y a rien qui la distingue d'une autre palette Europe. Donc on peut pas dire que c'est notre propriété à proprement parler et aller voir quelqu'un et dire ça c'est ma palette et elle est partie de ce camion. Mais par contre, on peut commencer à dire attention, on a surveillé et on voit qu'il y a quelque chose d'étrange. Donc on va créer une attention particulière sur ce flux et aussi montrer aux différents acteurs qu'il y a une surveillance. Et c'est ça qui est important. Et je rebondis aussi sur ce que disait Michael au début. Ça peut très bien être complété justement par une traçabilité plus précise de la palette avec une fiche d'identité qui permettra justement de dire cette palette, elle devrait être chez moi, ce qui est aujourd'hui pas forcément le cas. Donc voilà, oui, pour nous, ça a été vraiment important de faire ça. On l'a fait sur quelques directions régionales de manière ciblée. Ça allait d'une dizaine de palettes équipées à une centaine, il me semble, sur la direction régionale qui était la plus impactée. Et ça a donné lieu à des plans d'action. On a aussi trouvé, en dehors d'un vol volontaire, des choses qui étaient mal faites et qu'on a pu corriger assez facilement en discussion avec la personne qui les faisait mal. Et donc venir corriger un flux où on avait une perte régulière, plus par méconnaissance que par mauvaise volonté. Et donc venir corriger ce flux-là et l'améliorer. Donc ça a été vraiment un travail qui a été mené avec EverySense et avec des personnes dans mon équipe qui ont pu grâce à la vision en direct qu'on peut avoir, améliorer ces process-là. Ce qui le permet aussi, et ce qui est vraiment important de souligner, et je rebondis encore une fois sur ce qu'a dit Antoine, c'est l'autonomie en fait que ça donne. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir une intervention permanente sur le support avec ce système-là, puisque en fait, on vient l'installer et après, entre guillemets, on va le laisser vivre jusqu'à ce qu'on ait cette alerte. L'alerte, notamment sur une zone, elle est hyper importante, c'est-à-dire que tant que ça sort pas d'un flux classique, je peux ne pas m'occuper du tout du support. C'est dès qu'il va sortir du flux classique où je vais recevoir cette alerte et où je vais me dire, OK, là, je vais aller mettre le nez dedans. Et ça, c'est quelque chose qui était très important pour nous parce qu'on n'a pas les ressources, évidemment, pour suivre chaque palette qui sort de chez Lidl de manière très, très précise. Donc, avoir ce système d'alerte sur la rétention et sur la sortie de zone, c'était vraiment une volonté de notre part et quelque chose qui a pu être mis en place avec EverySense. J'insiste, je reviens aussi, pardon, excusez-moi, sur le côté un peu one shot du projet, parce que je pense que quand on le voit de l'extérieur, on se dit mais c'est un peu de la folie puisque c'est une palette, elle va être très vite perdue. On le savait. C'est un choix qu'on a fait et c'est aussi pour ça qu'on insiste sur ce côté, on ne peut pas le faire de manière entre guillemets industrielle. On est vraiment obligé d'aller cibler et c'est important dans le projet si on veut qu'il soit pérenne. On a failli faire cette erreur, alors sans se dire qu'on allait tout équiper, mais en se disant ah mais on n'arrive pas à tout suivre. C'est normal. En fait, il faut partir de ce principe-là, se dire que en fait, ça doit être juste un pourcentage d'alerte, enfin un échantillon qui doit nous donner une alerte. Aujourd'hui, pour vous décrire le flux, en fait, la palette part de notre entrepôt, elle arrive sur le supermarché,
et elle est censée revenir sur l'entrepôt. Donc ça, pour nous, c'est ce qu'on appelait une boucle normale et qui nous alertait pas. L'alerte venait uniquement si la palette ne revenait pas sur l'entrepôt à un moment donné ou n'arrivait pas au supermarché, mais je ne crois pas qu'on ait eu le cas, puisque sinon ça signifierait aussi du vol de marchandises et c'était un autre problème. Mais en tout cas, sur la palette, c'était vraiment de se dire, est-ce qu'elle revient bien sur l'entrepôt? Une fois qu'elle est revenue sur l'entrepôt, globalement, vous pouvez estimer que votre capteur, il est perdu. Donc, il faut bien l'avoir en tête aussi dans ce genre de projet, puisqu'il est très difficile, vu nos flux de palettes, de se dire, on va retrouver la palette concernée par ce capteur. Donc ça, c'est vraiment tous les points un peu d'attention qu'il faut avoir au début de ce projet. Et pour nous, ça a été voilà, quelque chose d'intéressant. On l'a fait sur plusieurs plateformes. On ne s'interdit pas de le faire sur d'autres. On doit travailler aussi sur nos process internes pour justement bénéficier de cette expérience. Et on ne s'interdit pas de le refaire sur d'autres plateformes pour aller cibler des cas très précis. Hein. Parfois, on avait des doutes sur 1, 2, 3 supermarchés. Enfin, c'est pas forcément le supermarché, mais sur la boucle qui le concernait. Et du coup, ça nous permettait d'aller creuser ces points-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut faire. Mais par contre, il est clair que si on veut une traçabilité exhaustive, il faudra trouver d'autres moyens. Et c'est là où je pense notamment que la solution présentée en premier lieu mérite d'être creusée et très intéressante pour compléter justement cette analyse que nous, on a pu commencer à avoir, mais qui bute finalement sur une réalité économique et opérationnelle qui est évidente, je pense. Donc, on a vraiment besoin d'élargir cette traçabilité, que ce soit via une traçabilité à la palette, mais aussi toute la digitalisation autour du monde de la palette, des rendus, de l'échange. Voilà, arrêter réduire ce volume de papier et de choses faites manuellement, c'est hyper important. Et je pense que ce genre d'événement est très positif en ce sens-là pour recueillir un maximum d'idées et pour l'évolution dans le futur. Merci beaucoup, Jean-Roch, pour votre témoignage. Hein. Alors, pour reprendre, hein, on a pas mal de questions, hein, mais pour reprendre une question qui revient souvent, et puis vous l'avez cité aussi, Jean-Roch, hein, en disant on ne peut pas le faire sur toutes les palettes, on sait qu'on perd le capteur, etc. Donc, concrètement, Antoine et Michael, pour Antoine, combien coûte le capteur? Pour Michael, même question, hein, quel serait le prix? Est-ce que le prix d'une palette avec EPAL avec un QR code serait plus cher, par exemple, hein? Je pose volontairement la question ainsi. Et combien ça peut coûter aux utilisateurs d'avoir des palettes connectées? Et comment on gère ce coût complémentaire? Parce qu'il y en a forcément un. Antoine, allez-y peut-être, puis on laissera la parole à Michael ensuite. Effectivement, c'est clairement le prix, ça va être le critère limitant hein, de notre expérimentation. Mais c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. Aujourd'hui, dans l'état actuel de la technologie, un capteur, en tout cas celui qu'on équipe sur les palettes, notamment dans le cadre du projet avec Lidl, le capteur, il va coûter 40 € l'unité, grosso modo. Alors ça dépend des volumes, évidemment, qui sont pris, qui sont commandés. Mais voilà, aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un capteur qui soit performant en dessous d'une trentaine d'euros, quarantaine d'euros. En tout cas, aujourd'hui, sur le marché qu'on source nous et qu'on intègre, on n'en a pas de moins cher. Maintenant, évidemment, ça, c'est ce qui se passe à date. On est en 2021. La miniaturisation va toujours plus vite et toujours plus loin. Et surtout, le coût de ces capteurs, il va être amené à diminuer. Donc, oui, effectivement, comme le dit Raphaël, donc ça, c'est le coût unitaire du capteur. Évidemment, le capteur, il utilise un réseau télécom. Donc, il y a un abonnement télécom qui est annuel. Qui là aussi va dépendre de l'utilisation. Et puis là, dans notre cadre, on est une application SaaS, donc au-delà du coût du capteur, il y a un abonnement à la solution. Mais vraiment, ce coût de capteur, et c'est ça qui va changer dans les années à venir, et très prochainement, parce que malgré tout, le marché de l'IoT, il est en train d'exploser. Alors bon, modulo le Covid actuellement, parce qu'avec toutes les pénuries qu'on connaît sur les composants électroniques, forcément, ça vient ralentir un peu les choses, mais c'est vrai que la technologie va très très vite. Nous, on le voit sur les capteurs qu'on source depuis, ça fait 5 ans qu'on fait ça, un peu plus de 5 ans. Sur l'ensemble des capteurs qu'on intègre et qu'on source, c'est déjà été très rapidement sur la façon dont ça communique, sur l'autonomie, sur plein de critères. Donc, je ne doute pas que les prix vont être amenés à diminuer assez rapidement, et ce qui va permettre finalement d'avoir une approche un peu plus large sur l'équipement. Mais voilà, effectivement, aujourd'hui, 30 et 40 € en fonction des quantités, mais une quarantaine d'euros pour le capteur. Un abonnement chez Sigfox.
qui est annuel, qui coûte moins de 10 € par an, et un abonnement à la solution pour avoir la visibilité. Merci Antoine. Michael, peut-être votre avis sur la question, hein, le processus de traçage étant différent, hein, on est sur un QR code. Oui, exactement. Nous, on travaille avec des codes QR parce que justement, nous avons vu que les clients ont tendance à faire marche arrière très rapidement quand on leur annonce des coûts de 40 €. Et nous avons mené beaucoup de discussions et finalement, nous sommes parvenus à la décision de dire que nous devrons offrir une solution qui coûte le moins possible, mais qui offre plus de fonctionnalités possibles. Et c'est pour ça qu'on distingue aussi les palettes digitales et les palettes connectées. On a opté sciemment pour cette solution plus simple des codes QR. Bien sûr, le suivi n'est pas encore possible en temps réel et pas encore avec tous les clients, mais c'est pas forcément nécessaire non plus, car tout dépend de l'application concrète. Comment est-ce qu'on va utiliser ces palettes concrètement? Est-ce qu'il faut vraiment une si longue durée de vie? Dans le cadre de la supply chain, les choses tournent tellement vite que parfois on en a besoin juste pour une petite partie du circuit. Et donc un traçage juste pendant un certain temps, mais pas pendant toute la durée de vie de la palette. Donc nous sommes aujourd'hui en train de discuter avec différents fabricants de traceurs et avec différentes entreprises de télécommunications pour suivre tous les développements en cours. Mais je crois que nous devons plus discuter de toutes ces solutions et nous devons mieux expliquer les avantages aux clients, aux utilisateurs. Et pour des marchandises qui coûtent cher, hein, de tels traceurs peuvent être justifiés. Si vous avez plus d'1 million d'euros sur votre palette, 40 €, ça n'a plus d'importance. Et pour en revenir encore une fois au code QR, nous pensons que nous aurons presque pas besoin d'augmenter le prix des palettes avec code QR. On pourra produire presque avec les mêmes coûts parce que cela permettra de mettre en place des solutions plus économiques et plus durables. Mais le prix exact, on peut pas encore le dire parce que nous en sommes encore aux essais et de toute façon, nous sommes aussi toujours en train de travailler sur les futures solutions, les futures applications. Merci, merci Michael. Toujours dans la suite de cette discussion sur la technologie et le coût de cette technologie, Monsieur Lacombe nous parle dans les questions qu'il pose de la technologie RFID qui existe déjà effectivement pour un coût moindre par rapport à un capteur. Qu'en est-il de cette technologie RFID? Je crois qu'EPAL avait déjà réfléchi sur le sujet aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Michael et Antoine? Je vais laisser Michael compléter, mais moi juste, effectivement, la RFID, en effet, c'est quelque chose qui va être moins onéreux, bien évidemment, et qui va fonctionner. C'est une technologie qui est éprouvée, qui fonctionne bien. La différence ici tout de même, c'est qu'effectivement, pour lire le code RFID, il faut une structure, il faut un équipement technologique qu'on va venir mettre dans l'entrepôt, dans le magasin. Et effectivement, quand la palette va passer à proximité, on va être capable de se dire qu'elle est à cet endroit. Donc ça marche très bien pour les endroits connus. Par contre, quand vous voulez tracer vos irrégularités, décidément, sur le flux,
forcément, la personne qui va sortir la palette du flux, elle va pas se balader avec de quoi scanner le code RFID. Donc vraiment, et c'est là qu'est toute la pertinence de ce capteur. On est vraiment sur des cas d'usage qui sont complètement différents, mais en même temps très complémentaires, qui est de se dire finalement, ce capteur, il vient essayer de comprendre et d'aider à comprendre ce qui se passe quand je suis en irrégularité sur mon flux, quand je sors de mon flux et que j'ai potentiellement quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, effectivement, la RFID est une technologie qui fonctionne, mais là, en l'occurrence, elle va être limitante aux lieux qui sont connus et qui sont finalement dans le flux tel que je le maîtrise à la base. Michael, un complément peut-être sur la RFID? Je suis entièrement d'accord. C'est exactement le problème avec la RFID. Il faut toujours avoir une infrastructure et cette infrastructure n'existe pas partout. Pratiquement tous les hubs logistiques, presque tous les transporteurs travaillent avec des codes barres et aujourd'hui avec des tablettes et des smartphones. Et le dernier iPhone offre aujourd'hui la possibilité de sortir uniquement le texte d'une photo. Et si on met en place de telles technologies, les salariés de nos clients auront moins de mal à travailler avec le smartphone. Ça sera beaucoup plus facile pour eux. Mais il y a, à mon avis, encore une étape supplémentaire en ce qui concerne l'identifiant. Donc, avec le code QR, on va avoir un identifiant visible et l'être humain doit pouvoir voir. Et si en plus on peut mettre une puce ou maybe un clou, on pourra peut-être aller au-delà et on peut travailler avec des traceurs Sigfox ou autres et on peut associer les technologies et ensuite on aura donc des palettes intelligentes. Merci Michael. Donc effectivement, hein, on voit bien que le coût d'une palette connectée, c'est quand même un sujet qui revient souvent, hein. On voit bien qu'il y a aussi deux manières de voir les choses, hein. C'est-à-dire que quand on a des capteurs plus chers, on n'équipe pas toutes les palettes, alors que le parti pris de l'EPAL avec le QR code est de faire de la sérialisation. Pour rebondir sur les questions des différents participants, peut-être pour toi Antoine, combien est-ce qu'un capteur pour une pile de palettes, ça suffit? Quel est le pourcentage dans le flux de palettes à équiper pour que la traçabilité soit significative? Peut-être Antoine et Jean-Roch aussi, hein, si vous voulez compléter, hein, pour donner l'exemple peut-être de ce que vous avez fait chez Lidl. Oui, je pense que Jean-Roch pourra compléter effectivement. Moi, j'ai tendance à dire que c'est pas tant sur le pourcentage que sur le flux qu'on veut identifier. En fait, ça dépend de l'usage qu'on veut avoir avec ces capteurs. Si, comme dans le cas de Lidl, on veut finalement venir tracer des problématiques et venir confirmer des tendances qu'on a senties un petit peu sur des flux où on voit qu'on a des palettes qui disparaissent, etc., bah, évidemment, on va venir surtout bien sélectionner les flux qu'on va venir traquer. Donc, voilà, je vais laisser Jean-Roch compléter, mais il n'y a pas de science exacte là-dessus. Ça dépend vraiment du cas d'usage. Ça dépend vraiment de pourquoi on vient équiper nos palettes. Est-ce que je viens chercher des vols? Est-ce que je viens chercher des pertes? Est-ce que je veux juste comprendre ce qui se passe sur mon flux? Mais vraiment, ça va dépendre de tout ça. Je vais complètement dans le sens d'Antoine. Je ne suis pas sûr qu'il faille réfléchir en nombre de palettes. Après, évidemment, si vous expédiez 10 000 palettes par semaine et que vous équipez une palette, vous risquez de perdre un peu vos chances de trouver des problématiques. Maintenant, nous, on avait, dans notre optique, ça a été vraiment en effet de chercher des flux et de dire, OK, j'ai besoin de savoir sur X camions plutôt, on va plutôt réagir en camion, c'est-à-dire dire, je vais essayer de mettre une palette dans chaque camion qui va vers un supermarché ou en tout cas dans chaque camion qui est identifié comme à risque pour maximiser mes chances de trouver le problème.
Mais ça, c'est si vous identifiez, par exemple, une problématique liée au trajet vers le supermarché. L'autre cas où on a pu trouver un problème, ça n'aurait rien changé de mettre une palette par camion, puisque c'était quelque chose plutôt lié à un flux entre la plateforme et un autre site. Et du coup, c'est plutôt un certain volume de capteurs qui a permis de nous dire, OK, en fait, ce flux-là, il est à risque. Mais globalement, c'est plutôt lié à l'usage et je pense pas que, par exemple, dire j'ai 2000 palettes qui sortent, je vais en équiper 50%, ce soit pertinent, mais qu'on puisse le chiffrer comme ça. Ça va vraiment dépendre des points d'attention qu'on a et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le fait que, pour nous, en tout cas chez Lidl, ce dont on s'est rendu compte dans ce cadre-là, c'est attention, ça a un intérêt uniquement si on abordait, on va dire 80 ou 90% des process. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des process simples de rendu palette, par exemple, à un fournisseur, s'ils ne sont pas respectés, si on n'a pas le contrôle qui est déjà mis en place, les sources de fuite, elles sont tellement nombreuses que mettre des capteurs, c'est vraiment mettre un coup d'épée dans l'eau. Par contre, si on se dit, OK, tous nos process, ils sont bordés ou majoritairement bordés, mais on continue à perdre, là, aller chercher sur du détail, on va arriver à quelque chose. Donc finalement, le volume importera un petit peu moins et va vraiment dépendre de l'usage. Merci beaucoup, Jean-Roch, pour ces compléments. Il y a beaucoup de questions, donc je, je change un peu de sujet. Peut-être les questions pour Mickaël. Il y a des questions. Est-ce que le QR code que prévoit le projet IPAL sera apposé de manière systématique ou non sur les palettes? Et puis, on a aussi une question sur la structure du code. Est-ce que ça sera basé sur un standard et comment sera gérée l'attribution du code pour les fabricants de palettes et entre tous les fabricants de palettes? On sait que le nombre de fabricants de palettes EPAL est très important. Il y en a plusieurs centaines. Donc, voilà, Mickaël, les questions un peu techniques. Oui, merci beaucoup pour ces questions. Tout d'abord, peut-être encore une petite remarque concernant la disparition des palettes et où est-ce qu'elles vont? En fait, ça dépend aussi toujours des salariés. Est-ce qu'ils respectent les procédures ou pas? Au cours des derniers mois, nous avons clairement compris quelle peut être la valeur d'une palette, non seulement parce que les prix ont augmenté, mais les entreprises réfléchissent de plus en plus aux palettes et à la question de savoir où elles sont passées. Et donc, la demande va être plus forte pour suivre les palettes et pour suivre la palette qui sort de l'entrepôt jusqu'au supermarché. Eh bien, on pourra vérifier que le nombre de palettes prévues est bien arrivé au point de vente. Nous avons beaucoup réfléchi au code. En fait, ce sont des codes QR tout à fait standards, avec une structure standard. Nous avons également réfléchi à éventuellement utiliser le code GS1, mais finalement, il aurait fallu lier les deux systèmes pour ensuite pouvoir également accéder au code GS1. Mais les codes QR des palettes Europe EPAL vont être attribués par l'EPAL et à l'avenir, les fabricants et également les réparateurs de palettes auront accès à ces données et pourront télécharger des codes spécifiques, les utiliser en fabrication ou en réparation. Nous sommes en train de mettre en place une meilleure connectivité entre les entreprises et pour rendre les palettes de qualité encore plus fiables.
Merci Mickaël. Juste question technique aussi peut-être pour Antoine. Je te demanderai d'être bref Antoine, hein, on arrive bientôt à la fin du timing et je voudrais donner les résultats du sondage. Donc 2 questions, hein, question de la réparation. Antoine, qu'est-ce qui se passe si on perce la batterie, enfin le capteur en tout cas au moment de la réparation avec un clou, hein? Est-ce que vous avez anticipé cette réparation dans le système? Et puis, où est installé le capteur sur la palette pour pas gêner la manipulation? Donc voilà, je te laisse répondre à ces 2 questions, puis après je parlerai du sondage. Merci. Oui, bah, je pense que sur l'installation, Jean-Roch pourra compléter. Alors, effectivement, on est sur des capteurs qui viennent équiper des actifs qui sont dans un flux et qui sont manipulés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément encore anticipé cette problématique-là. C'est des capteurs, malgré tout, il faut les voir, hein, qui sont petits, qui ont une batterie, en fait, tout bêtement, c'est une pile. Donc, c'est pas une énorme batterie en lithium qui a une chance sur 2 pour se faire attaquer par la fourche. Mais effectivement, ça pose la question. Aujourd'hui, on n'a pas encore été confronté au problème, donc j'avoue que j'ai pas plus d'éléments de réponse que ça à date. Mais c'est vrai que dans une démarche où on vient équiper de plus en plus de palettes, c'est une question qu'il va falloir se poser. Et là, pour le coup, qu'on va se poser directement avec les utilisateurs et directement avec les gens du métier. Et sur l'installation, Jean-Roch, je vais peut-être te laisser compléter. Alors, j'ai bien compris qu'il y avait une question de timing. Je complète juste aussi ce que tu as dit sur la réparation. Alors, dans notre cas, en fait, on était parti du principe qu'on n'arriverait pas jusqu'à cette étape-là. Donc, on s'est même pas posé la question, en fait. Parce qu'on pensait que la palette serait perdue assez vite. Perdue, ou en tout cas, aurait fini son premier flux normal, dont je parlais tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, on ne la recherche pas. Donc, on n'a pas eu le cas. Et concernant l'installation, c'est tout simple. C'est derrière le plot, en fait, un endroit un peu caché pour éviter déjà les coups de fourche et aussi pour gagner un peu de discrétion vu l'utilisation qu'on veut faire de la palette. Ces 2 vis dans le bois, c'est rien de bien compliqué, ça se fait très vite. Et voilà, l'idée c'est de le mettre derrière un des plots qui n'est pas manipulé avec le tire-pale, tout simplement. Celui du milieu, Merci. on précise dans l'oreillette. Oui. Merci Jean-Roch et Antoine. Juste, donc, la question du sondage, hein, c'était pensez-vous que la palette bois intelligente et connectée sera effective entre 1 et 3 ans, 3 à 5 ans ou plus de 5 ans? Donc, vous êtes plus de la moitié à penser que d'ici 3 à 5 ans, les technologies de palettes connectées seront déployées sur le marché. Antoine, Mickaël et Jean-Roch, je vais vous laisser 30 secondes chacun pour réagir à ce sujet. Est-ce que pour vous, c'est la palette connectée, en fait, c'est déjà là, ou est-ce que 3 à 5 ans, c'est un bon objectif? Moi, je pense que le meilleur est à venir. Effectivement, on a mis en place des balbutiements. La technologie va évoluer très vite. Elle évolue très vite. Nous, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Au début, on a attaqué le marché du ferroviaire. Il y avait quasiment aucun wagon qui était connecté. Aujourd'hui, ils sont tous presque nativement connectés. Donc, ça va très, très vite. Donc, effectivement, je pense que 3 à 5 ans, c'est un objectif qui est assez raisonnable et qui est assez envisageable. En tout cas, on contribue à cette digitalisation. Jean-Roch? Oui, je pense, surtout si on voit des solutions émerger de la part de plus gros acteurs encore comme Epal, ça va forcément accélérer les choses. Si on s'était contraint à notre petit test, entre guillemets, et petit fonctionnement avec EverySense, je pense que ça aurait été plus long que ça, mais quand on voit que le chemin que ça prend et la discussion qu'on a aujourd'hui, je pense que 3 à 5 ans, c'est quelque chose de complètement cohérent et crédible. Mickaël? Moi aussi, j'ai voté pour 3 à 5 ans, car je suis conscient où nous en sommes aujourd'hui, surtout en parlant de réseau pan-européen. On a fait il y a quelques semaines un test en Europe et on a vu un peu les problèmes de réseau. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de nouveaux produits qui arrivent sur le marché, des batteries plus fiables, des trackers plus petits, des batteries plus performantes. Nous, les pales, nous espérons qu'il y aura des utilisateurs qui nous diront voilà, nous avons besoin de ce produit, et je pense que les choses vont aller de plus en plus vite. Très bien, on arrive à la fin de l'atelier. Merci à tous les trois
pour vos témoignages et vos explications. Merci à tous pour les questions qui ont été posées. Donc, je sais qu'on n'a pas répondu forcément à toutes les questions, hein. Déjà, sachez que les PowerPoint et les replays de cette session seront disponibles sur le site Futuropalette dès la semaine prochaine. On a bien noté les questions sur lesquelles il n'y avait pas eu spécialement de réponse. Et en fait, on vous mettra en lien avec Jean-Roch, Michael et Antoine. Voilà, on est sur du digital, donc on ne peut pas faire d'échange de cartes de visite, mais nous, en tant qu'organisateurs, on s'en chargera. On a bien noté toutes les questions et on vous mettra en relation avec les intervenants. Je vous propose, donc maintenant, on fait un petit temps de pause pour ceux qui avaient prévu de participer aux autres ateliers de l'après-midi qui débutent à 15h15. Donc, il y a un atelier sur l'économie circulaire et les opportunités pour la palette bois. Un atelier sur les palettes bois en fin de vie et quelle valorisation on peut espérer pour ces palettes bois en fin de vie. Et puis, un dernier atelier sur quelle place de la palette bois dans le transport et la supply chain de demain. On va sans aucun doute sûrement revenir sur le sujet de la palette connectée dans cette thématique-là. On va vous mettre là juste dans le chat le lien vers le site internet où vous retrouverez tous les liens de connexion si vous les avez perdus ou vous les avez pas reçus. Comme ça, vous pouvez les récupérer tout de suite. Et puis, je vous remercie tous pour votre participation et pour ceux qui sont sur l'atelier transport et supply chain, je vous retrouve dans une petite quinzaine de minutes. Merci à tous.